Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la génération Y, mais avec le sourire, sa relation au travail. Et on va en parler avec Karim Duval. Il la met en scène, cette génération Y. Il est humoriste et il est notre invité. Smart Philo, alors sujet sérieux, la philo et les retraites. Comment on peut traiter ces deux sujets? Comment un philosophe, Xavier Pavie en particulier, peut se pencher sur ce sujet avec ses codes? On en parlera avec lui. Il est professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Le Cercle RH, c'est la journée internationale des femmes et on va s'intéresser à l'égalité femmes-hommes. Où en sommes-nous exactement? Des chiffres de l'INSEE montrent bien que les écarts de salaire notamment se sont réduits. On fera le point sur la place des femmes en entreprise. Ce sera le Cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour rester sur le sujet, la parité, bien cela paie. On en parlera avec Julien Breuil, directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la génération Y. Beaucoup en parlent. Alors des experts en management, des sociologues, des psychologues, mais les humoristes s'y penchent aussi. Et Karim Duval est notre invité. Bonjour Karim. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes humoriste. On va revenir sur votre parcours. On va voir quelques extraits de votre spectacle parce que vous avez ausculté avec humour évidemment cette génération Y. D'abord un petit mot parce qu'on va le voir dans le spectacle. Vous avez un parcours original parce que vous avez fait Centrale. Oui, Centrale mène à tout, comme on dit. Original. Alors oui, original, c'est vrai, par rapport à la plupart des gens qui suivent ce... Vous n'avez pas fait le cours Florent, ça que je veux dire? Non, j'ai pas fait le cours Florent. J'aurais peut-être dû. Je pourrais encore, peut-être. Je sais pas si je suis assez... Si, c'est encore jouable. C'est encore jouable. Ouais. Bon, on va y croire. Oui, après, c'est de moins en moins original dans le sens où ce genre de reconversion est devenu presque un marronnier dans les médias. Et voilà, on souligne mon cas, mais c'est vrai que c'est devenu de plus en plus normal et finalement c'est pas un hasard, c'est l'époque qui veut ça. Vous voulez qu'on voit un petit extrait? Alors vous avez joué votre dernier spectacle hier, vous avez tiré le rideau, vous allez partir en tournée, vous finirez à l'Olympia. Ce sera quand? Le 7 juin. Ouais, je connais la date, je vais pas vous mentir. Ouais, comme si l'Olympia 7 juin, c'est votre premier Olympia? C'est mon premier Olympia et je le fais comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais. Faut tout donner quoi. Faut tout donner, ouais. Ouais, l'Olympia c'est une scène mythique évidemment. C'est un beau cadeau qu'on s'offre toute mon équipe pour finir cette jolie aventure de Y et puis partir sur autre chose. Mais concrètement, être dans le présent tout en pensant au futur, c'est compliqué, ça c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire. Ouais, mais c'est tout le paradoxe, c'est quoi, on se projette, on a envie de créer, et créer c'est un peu projeter des choses qu'on vit dans le présent, une espèce de ressenti, de névrose, de pensée qu'on a sur le moment et puis qu'il faut imaginer dans un spectacle, donc c'est toujours un peu un aller-retour. Allons vous voir, tiens, en spectacle, Comedy Club, qui est un espace assez incroyable. Montreux, c'était Montreux, hein, J'ai joué à Montreux, le festival de Montreux. Vous avez fait le festival de Montreux. Un extrait où on parle de vous, puis après on parlera de la génération Y. C'est la fin du spectacle. Bon, on va essayer de commencer par la fin. Extrait. Non, j'avais fini par trouver le sens à mon travail d'avant parce que moi j'étais ingénieur en informatique. Je faisais du code informatique et j'étais tellement mauvais que je générais des bugs. Et pour réparer ces bugs, on a dû recruter des gens. Donc j'ai créé de l'emploi, ok? Et parmi les gens qu'on a recrutés, il y en a qui se sont mis en couple, qui ont eu des enfants. Donc j'ai donné la vie. Je peux vous dire que j'ai quitté mon job pour devenir comédien, mais vraiment la tête est haute. Et tranquillement, je me suis détendu vis-à-vis de la hiérarchie. Et donc je les ai invités au spectacle. Et à la fin du spectacle, le big boss vient me voir et me dit: tu sais quoi, Karim? Je crois que tu as fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Vous ne regrettez oui. pas Non, cette vie d'avant, la vie d'informaticien, ingénieur? Donc elle était tout à fait agréable, confortable, mais presque trop. Et donc, voilà, fuir une forme de confort, même si je ne suis pas dans l'inconfort actuellement, ça fait qu'on se sent un peu plus vivant, je pense. En tout cas, dans mon cas. À quel moment, parce que beaucoup, et ici sur ce plateau, viennent nous parler aussi de cette tentation de Venise, de tout renverser, on est cadre, on veut partir ouvert, on veut lever des chèvres. À quel moment ça bascule pour vous, Karim? À quel moment? Ou est-ce que c'est évolutif? Est-ce que vous l'aviez déjà à Centrale et que vous étiez un joyeux de riz dans les cours? Je suis ingénieur, donc j'ai quand même pris le temps. Le coup de tête, il a duré 3 ans quand même. Donc vous avez cogité? J'ai cogité, on envisage tous les scénarios possibles. Mais oui, non, après l'envie a pris petit à petit parce que j'ai découvert la scène,
j'ai découvert ce bouleversement qui est d'écrire des blagues et puis de recevoir des rires en échange et puis se rendre compte que on a plein de choses à dire, à raconter sur scène. Le temps de m'en rendre compte, d'avoir aussi de quoi me rassurer, des choses à proposer sur scène, même si avec le recul c'était atroce ce que je faisais à l'époque, mais ça suffit à me convaincre d'y aller, quoi. Juste un mot sur vos parents, parce que d'abord, vous faites Centrale, donc vous faites la voie royale, une grande école d'ingénieurs, vos parents sont contents, tout le monde est joyeux, il va devenir ingénieur, Karim, on est tous fiers. Il est devenu. Et il est devenu, puis à un moment donné, vous leur dites, écoute, je me suis trompé de chemin, quoi. Ouais, mais c'est toute la différence, c'est que je suis devenu ingénieur, j'ai eu le temps quand même de m'installer en tant qu'ingénieur pendant quasiment 7 ans. Donc il y a un moment où, oui, ils sont inquiets parce que c'est des parents très aimants qui sont toujours derrière, mais qui à un moment, je pense, se sont dit, c'est gagné pour eux. Enfin, moi, je trouve que j'aimerais bien en tant que papa que mes gamins se mettent dans les meilleures dispositions finalement pour faire ce qui leur plaît. Et eux, ils m'ont permis de faire ce chemin, donc je leur en serai reconnaissant. Et à un moment, par contre, ils peuvent plus contrôler. Puis c'est pas du tout leur envie. Mais oui, il y a de l'angoisse, mais c'est de l'angoisse de parents. Vous le dites dans le spectacle, vous fixez des dates pour bien situer la génération Y qui sont nés entre temps et temps. Il y a la génération Z. Vous êtes où, en Z, en Y? Moi, je suis Y selon une définition, parce qu'il y en a plein. Celle de Wikipédia, celle de tel ou tel. Y, et j'ai pris la plus large possible, 82 000 pour être dedans. Et je suis de 81, moi, donc je suis tombé. Donc Y, hein. Ouais, Y. Y, juste de juste. Et la Z, c'est quoi alors? Juste. La Z, on dit que c'est 2000 à. Alors, il y en a qui vont dire 2000 à 2020 et plus. Il y en a qui vont dire 2000-2010 parce qu'après c'est alpha. Moi je pense que c'est... Bon, honnêtement, je dis que c'est 95-2010 en tout cas. J'ai du mal à m'identifier à des gens nés après 93 moi qui suis en génération B, BC, quoi. Je suis passé en C. Un bon X. Un X, je suis un X. Bonne génération. Je suis un X, oui. Un bon spécimen. J'aurais été très fier de faire X. Concrètement, il y a un peu une lutte, non pas des classes, mais une lutte des générations. Moi qui regarde cette génération qui dit mais ils ont le nez sur leur téléphone, on peut rien leur demander, ils passent leur temps à bouger tout le temps, ils se lâchent, on les tient pas. Enfin, est-ce que c'est ça réellement cette génération Y? Oui et non, c'est une caricature. Et donc l'humour aussi, moi j'avoue que je caricature parfois parce que ça permet de grossir le trait et puis de justement souligner les grandes différences pour mettre le doigt sur ce qui fait bouger un peu les mentalités, etc. Donc une lutte entre les générations, non, même si après c'est vrai que beaucoup de X me disent qu'ils sont un peu déconcertés face à certaines attitudes, mais on ne peut pas généraliser. Mais oui, après, je ne pense pas que ça concerne que la génération Y d'être tout le temps sur son téléphone. Enfin, mais votre manager, quand vous étiez ingénieur, vous aviez des boss au-dessus de vous, qui étaient des X. Ouais. Comment vous les regardiez à l'époque, quand vous étiez les pieds dans le métier? Moi, je suis un peu entre les deux, et puis j'ai toujours été le bon élève. Hein, donc en fait, selon où on est, et à l'époque, en plus, c'était il y a maintenant 10 ans, cette attitude n'était pas encore bien ancrée. C'était le début des smartphones. Les smartphones ont fait du chemin depuis, les réseaux sociaux ont explosé. Et donc, c'est ça qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus dessus. Après, il s'avère que les gens qui sont sur Insta, ils sont de cette génération-là. Mais bon, et puis il n'y a pas que les réseaux sociaux qui nous bouffent, mais depuis les emplois du temps en tout cas les journées se sont morcelées de petites séquences comme ça où on se disperse. Et donc, à tel point que c'est devenu une façon de faire, une façon de travailler, et qu'il faut accepter, je pense. Et donc, c'est vrai que du coup, les gens des générations anciennes, mais honnêtement, dont je fais un peu partie, parce que je suis de 81, c'est forte les deux. En train de basculer, là. Parfois, on est un peu nostalgique de ce temps où on arrivait à se concentrer une heure. Alors qu'on n'arrive pas, là, on a le téléphone tout le temps. Là, ça me démange. Je me suis mis sur mode avion quand même. Vous l'avez rangé, votre téléphone. Ouais, mais ça me démange. Je sens que vous avez les doigts qui brûlent. Un dernier extrait assez intéressant et drôle par ailleurs sur ces fameux bullshit jobs. Qu'est-ce que c'est donc les bullshit jobs? Écoutez. Un travail qui a du sens, c'est un travail que je peux expliquer avec des mots simples. Parce qu'il y a un problème chez les Grecs, et notamment chez ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Et il y en a apparemment ce soir. Je sais pas vous, mais moi parfois en soirée, pour créer le lien avec une personne, je pose une question banale. Tu fais quoi dans la vie? Bah dis donc, t'en as des questions. Moi j'étais venu me détendre. Bon, je te la fais courte, je te la fais simple. Concrètement, je fais de l'optimisation de process pour améliorer l'UX de notre ERP. Et très concrètement, j'envoie des mails. C'est du vécu, ça. C'est du vécu. C'est du vécu, ça. C'est du vécu, mais de plein de monde. Mais c'est marrant, ce que j'aime dans ce passage, c'est pas la qualité, mais c'est le rire graduel. Ouais. Dans la phrase, il n'arrive pas
à expliquer ce qu'ils font. Il y a toujours ce rire graduel sur le verbe faire, ce qu'ils font au travail. Et j'ai un plaisir fou à me rendre compte de la résonance à chaque fois que je dis cette phrase. Ouais, en le voyant de l'extérieur. Et je me rends compte que c'est dans l'air, quoi. Les rires graduent, mais celui à qui on pose la question, ça nous est tous arrivé, d'avoir quelqu'un en face qui dit attends, je suis pour me détendre, je vais te prendre la tête. Il est un peu gêné aussi. Enfin, il y a une part de gêne aussi. C'est drôle. Ce qui est marrant, c'est que c'est les deux. Souvent des gens qui ont un parcours prestigieux, ou élitiste, ou en tout cas c'est des gens qui ont bac plus 5, quoi. C'est des cols blancs. Ouais. Et de plus en plus, ils s'excusent d'avoir un job difficile à expliquer et qu'on caractérise de bullshit. En fait, après, chacun gagne sa croûte comme il peut et comme il veut, mais du coup, il y a une espèce de gêne. Alors que pendant longtemps, c'était mais bravo, t'as fait des études, t'es arrivé là et tout. Et là, il y a une espèce de remise en question de ça et c'est un peu. Ouais, le monde bascule, le monde change aussi dans le rapport au travail. Doucement, ouais. Avant de nous quitter, Karim Duval, tournée en France, Olympia le 7 juin. C'est quoi sans déflorer le spectacle, mais c'est quoi le prochain? Vous êtes sur le thème du travail ou vous faites un pas de côté, vous allez ailleurs? Un pas de côté, oui. Le thème du travail sera abordé, mais j'ai envie d'élargir un petit peu la thématique. Ça, c'est très cible quand même, c'est très, très ciblé. Y, ce sera moins précis, mais ce sera toujours sociétal, toujours autour de thèmes connexes au travail, comme l'innovation, comme la gestion du temps, comme le manque d'ennui. Internet, mais on y revient. Là, on y revient, mais en tout cas, c'est un thème que vous aimez cultiver, ça. C'est un thème que vous aimez travailler. J'aime travailler, mais que j'ai envie de rendre peut-être encore plus universel. Et puis il y a du jeu, et puis il y a du style, et puis il y a du geste, il y a de l'envie et il y a du plaisir. Il y a beaucoup de gestes. Ouais, il y a du geste, ça travaille beaucoup avec les mains et c'est très intéressant. Et c'est un spectacle très sympa. En tournée, en province, on ne va pas se faire toute la liste, mais allez donc sur le site de Karim Duval, vous allez à mon avis trouver des dates. Et puis l'Olympia, 7 juin, je ne sais pas si c'est complet, en tout cas si ça ne l'est pas, allez voir Karim Duval. Place, mais ça se remplit vite. Il reste des places. C'était un plaisir, Karim, de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On parle emploi, mais alors on parle trop peu souvent d'emploi avec humour et avec le sourire. On fait souvent des sujets très sérieux. Il y a matière. Et il y a matière à rire, effectivement. Merci Karim Duval de nous avoir rendu visite. On fait de la philo. Smart Philo, comme toutes les semaines avec Xavier Pavie. Oui, logique, les retraites et la philo. Comment on peut marier ces deux concepts? L'un, c'est un débat d'actualité, puis l'autre, évidemment, arrive avec des concepts. On en parle avec Xavier Pavie, c'est Smart Philo, c'est juste après. Smart Philo, la retraite évidemment avec ce mouvement social. Comment les philosophes ou la philosophie aborde ce sujet de la retraite? Qu'est-ce que Xavier Pavie? D'abord bonjour, évidemment, parce que je ne vous présente pas philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Qu'est-ce que la philosophie, la philo peut nous apporter pour peut-être faire un pas de côté et regarder ce dossier des retraites? Alors la retraite, on le sait, c'est battre en retraite parfois, c'est se mettre en retrait, c'est en tout cas se retirer du monde. Alors ce que la philosophie peut nous apporter sur ce sujet-là, on peut regarder des prétendants à la retraite. Je pense à Montaigne. En 1570, il dit « Il est temps pour moi de se retirer ». Sa phrase exacte, c'est « C'en est assez de vivre pour autrui, vivons pour nous au moins ce bout de vie ». Il a 38 ans. Il a 38 ans. Compte tenu que l'espérance de vie à l'époque de Montaigne, j'ai envie de dire qu'elle est de quoi, 40 ans ou 42 ans? C'est 39, c'est un peu plus de 39. Donc il lui reste plus qu'un an. Il lui reste plus qu'un an. Statistiquement. Et il va à ce moment-là, certes, se retirer des activités parlementaires, c'est un élu, Montaigne. Il va à ce moment-là commencer ses essais. Il va écrire ses fameux essais, un ouvrage conséquent, considérable. Montaigne a toujours eu dans l'esprit et dans cette démarche de dire « Nous avons besoin d'un temps pour les affaires publiques, nous avons besoin d'un temps pour nous ». Et donc, selon lui, le temps pour lui-même était arrivé à ce moment-là, 1570. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une partition du temps qui nous est accordé. Absolument. On le consacre à la vie publique et ensuite, ou en même temps, on le consacre à sa vie perso. C'est quoi? C'est un droit à la paresse que portent les philosophes, l'idée qu'il faut aussi accorder ce droit à la paresse? Alors c'est compliqué ce droit à la paresse. Vous savez, titre d'un livre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et c'est souvent repris dans certaines déclarations politiques. Et je vous fais une confidence, je suis fan d'un chanteur québécois qui s'appelle Félix Leclerc. Il est connu. Très connu. Il a écrit une chanson sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un. Et il dit la plus efficace, c'est de payer quelqu'un à ne rien faire. Alors,
C'est absolument incroyable, cette chanson qu'il met en musique avec tout un tas de possibilités de tuer quelqu'un, mais surtout ne jamais payer quelqu'un à ne rien faire. Marx, en 1844, dans ses manuscrits, ne dit pas autre chose. Il parle du travail comme l'autogenèse de l'homme. L'autogenèse de l'homme, c'est parce que les communistes sont absolument contre ce droit à la paresse ou cette paresse. Pour eux, l'émancipation... Absolument, c'est la production, c'est le travail, c'est la reconnaissance, c'est l'émancipation, c'est la capacité de mettre à disposition son activité physique, son activité intellectuelle et sa reconnaissance. Donc le droit à la paresse n'existe pas, à proprement parler, dans la philosophie. Dans la politique, non plus. C'est une forme aujourd'hui contemporaine de ce que l'on voudrait dire aux gens, il faudrait que vous soyez paresseux. Le problème, quoi, parce que transposons-nous, Dieu réglementait le temps, l'usine a réglementé le temps, on évoque Marx et le labeur. Troisième étape, c'est quoi ? Les gens ne veulent plus travailler. Dans quelle ère on est entré là ? Ce qui est compliqué, c'est qu'avec cette augmentation de l'âge de la retraite dont on parle, on imagine qu'on nous vole du temps. On nous vole du temps qui, finalement, serait pour nous. C'est un des arguments des politiques, d'ailleurs, d'opposition. Hein. Exactement. Or, Arnaud, on sait très bien que la meilleure façon pour nous de vivre, c'est avant cet âge de la retraite. C'est-à-dire que le temps véritablement volé n'est pas celui à partir de l'âge de la retraite, mais il est probablement avant. Au moment où on est en bonne santé, au moment où on a des petits-enfants, au moment où on voudrait faire quelque chose. Eh bien, ce temps volé-là est certainement à remettre en cause. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est un problème plus majeur, je pense, c'est un problème de paternalisme de la pensée concernant qu'est-ce que vous devez faire quand vous devez vous arrêter. Et ce paternalisme de la santé est assez compliqué parce que l'idée n'est pas de dire il faut que vous travailliez, il faut que vous vous arrêtiez. C'est de dire comment je peux reprendre mon existence et c'est le degré zéro que de dire maintenant arrête-toi. La solution, c'est quoi au final ? D'abord, la solution, c'est quoi ? Et est-ce qu'il y a une solution à travers le regard d'un philosophe ? Il y a probablement à se poser d'autres questions que de brandir une pancarte 64 ou 62 ou 60 ans. Il y a probablement autre chose à faire. On pourrait même regretter, Arnaud, l'absence de pensée progressiste sur ces sujets-là, qui voudrait dire, finalement, remettons en cause la question de la vie active ou de la vie inactive, la question de la rupture entre activité et travail. Comment est-ce que l'on peut repenser ces dimensions-là pour savoir comment, finalement, on peut mettre ça en œuvre ? Et autrement qu'il y a un âge dans lequel on est ou on n'est pas. Je vous donne un exemple. Dans la philosophie antique, l'ancien est celui que l'on respecte, c'est une part importante, qu'on écoute, mais c'est celui aussi qui est expérimenté pour former les jeunes, pour les guider. Il n'est pas à l'extérieur. Vous savez, une personne sur 5, un retraité sur 5 est dans une association en France. C'est très bien. Sauf qu'il n'est pas sur le travail ou il n'est pas avec les travailleurs, avec les jeunes. Il est à côté. Et donc ces gens-là ont certainement à apprendre dans la philosophie antique, il est le gardien, le guide, il est celui qui expérimente, il est celui qui aide. Nous avons à repenser la question de la retraite avec la question de l'existence. Comment peut-on arrêter d'avoir des ruptures, mais avoir une existence différente ? Et une cohérence et une prolongation de sa vie transformée pour donner aux autres. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. J'ai vu que le Dalai Lama aussi avait beaucoup travaillé sur cette question du travail. Peut-être vous nous en parlerez un jour. Merci Xavier d'être venu sur le plateau. Je rappelle vos conférences au Collège international de philosophie, dont la prochaine sera le 30 mars, un peu de publicité. Et puis vos livres, évidemment, à découvrir. Merci Xavier. Merci Arnaud. À très très bientôt. On fait une courte pause, on va s'intéresser en cette journée internationale de la femme, à l'égalité femmes-hommes. Alors c'est un sujet qu'on traite abondamment sur ce plateau. L'écart de salaire, on reviendra sur les chiffres de l'INSEE, ils sont tout chauds, avec un écart qui s'est réduit 4% à salaire égal et évidemment à compétences égales, avec des écarts plus importants évidemment quand les postes sont différents. On va revenir sur la place des femmes tout simplement dans l'entreprise et dans leur évolution de carrière, c'est un sujet important. Ce sera le cercle RH avec nos invités juste après la pause. Le cercle RH, à l'occasion de cette journée internationale aux droits des femmes, on s'intéresse évidemment aux femmes et tout particulièrement aux femmes dans l'entreprise, leur place, leur évolution de carrière, le plafond de verre, l'accès à des métiers comme la tech, à des écoles d'ingénieurs plutôt destinées aujourd'hui encore trop aux hommes. Comment elles évoluent, comment elles avancent et comment cette égalité femmes-hommes se conquiert aussi grâce à des quotas. Oui, le mot est jeté. La loi Rixin, ce débat avait
fait couler beaucoup d'encre. Et effectivement, on voit quand même l'intérêt d'imposer par la loi des quotas, qui est un mot qui nous fait peur ici en France. Chloé Sebag, merci d'être avec nous, porte-parole de Diversity Days. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre plateau pour parler de Diversity Days. Juste d'un mot, Diversity Days, si on devait le pitcher, c'est quoi vos enjeux autour de cette question ? Alors Diversity Day, c'est une association nationale d'égalité des chances et on travaille sur les diversités avec un grand S, c'est-à-dire qu'on va regarder effectivement le genre, mais on va aussi aller regarder tout un tas d'autres critères, l'origine sociale, l'origine ethnique, on va regarder l'orientation sexuelle, le handicap. En fait, on va croiser aussi tout ça pour proposer un accompagnement qui est le plus adapté possible et permettre à un maximum de personnes de trouver les bonnes opportunités. C'est clair. Sylvia Bravard est avec nous. Alors, ce mot, évidemment, évoque le GIGN, le RAID. Vous êtes négociatrice, mais ni au RAID ni au GIGN, négociatrice professionnelle chez ADN Group, auteur de ce livre coécrit avec Karine Raguin, Réveillez la négociatrice qui est en vous, ESF éditeur. Osez négocier votre carrière, votre salaire, les désaccords. Donc vous accompagnez, on y reviendra, ces femmes qui souvent sont celles qui osent le moins dans le bureau du DRH. Bonne élève, on fait tout bien, et puis au final, on n'ose pas réclamer son dû et l'augmentation de salaire qui va avec. On va en parler avec vous. Et puis Mounia Kalaoui, bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes la fondatrice de l'agence Moumoun. Agence Moumoun, elle fait quoi? D'abord, le nom est disruptif, donc c'est une volonté, j'imagine, marketing. Qu'est-ce que vous y faites chez Moumoun? Alors Moumoun, je l'ai fondé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt mignon. C'est drôle. C'est drôle et ça marque. Et clairement. De s'en souvenir. Donc l'agence Moumoun, c'est une agence de mannequins, la première agence de mannequins inclusive. On a fait le choix de mettre en avant les sous-représentés. Je vous vois sourire, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des hommes, des femmes, des personnes qui ne se représentent ni dans ces genres-là, de mettre aussi en avant des personnes en situation de handicap, de valoriser toutes les différences. Et c'est tout l'enjeu et l'ambition de l'agence Moumoun. Et de donner un autre regard de notre société. Exactement. On est dans une société qui évolue, qui change, et c'est pour accompagner ce changement-là, justement. Juste un mot chacune, parce que vous êtes des femmes inspirantes d'une certaine manière, et si vous êtes là, c'est que vous portez des combats et des idées. Ça a été compliqué pour vous de devenir entrepreneuse et de porter le sujet que vous portez aujourd'hui. Est-ce que le chemin a été compliqué, ou vous dites non, pour moi, ça a été tout à fait simple, et la société m'a permis d'accéder à ce que je suis aujourd'hui? Déjà, d'être une femme dans le monde professionnel, c'est déjà un enjeu en soi, notamment quand on s'arrête pour élever des enfants et de reprendre par la suite une activité. Donc c'était pour ne pas subir C'est une esquive en fait, l'entrepreneuriat. C'était de me créer mes opportunités. Donc c'était ma solution échappatoire et de ne pas être dans une attente d'opportunités, de me créer moi-même mes opportunités. Pour éviter de subir cette espèce de chape très lourde de la structure de l'entreprise. De m'éviter ces injonctions de la société. C'est ça. Complètement. Sylvia, je vous pose la même question, mais d'une manière indirecte, ADN Group, l'accompagnement que vous faites, le sociotype des femmes que vous rencontrez, c'est quoi? Si on devait en brosser un portrait, c'est quel type de personnalité et qui va venir faire écho au débat qu'on va avoir? Alors, la négo est partout, en fait. Vous avez évoqué le RAID ou le GIGN. La négo est partout. On négocie tout le temps. Donc, ça nous arrive de faire des tours de table où les gens nous disent « mais moi, je négocie jamais ». Mais en fait, si, tout le temps. Donc, ce soit dans son entreprise, des budgets, des délais, avec son conjoint, avec ses amis, avec ses enfants, n'en parlons pas. Et donc... n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ça commence là, la négo, avec les enfants. La négo commence là. Ils sont très forts pour une raison aussi, c'est qu'ils osent. Voilà, et donc c'est pour ça que, notamment sur des modules qu'on fait qui sont destinés aux femmes, on est vraiment sur oser négocier, parce qu'effectivement, pour les femmes, c'est pas forcément naturel. Il y a une culture qui traîne un peu sur la femme et la négociation qui sont pas évidentes, et donc c'est pour ça qu'on essaye de leur donner des clés. Juste un mot, et je donne la parole à Chloé, mais les femmes ont peur de négocier, une sorte d'angoisse, d'inquiétude, d'illégitimité, syndrome de l'imposteur, souvent face à des hommes par ailleurs. Non, mais cette question, elle est posée aussi. Oui, exactement. Et c'est pour ça que, même entre femmes, des fois, c'est pas évident de rentrer en négociation, d'oser négocier. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas les compétences, mais c'est pas forcément vrai. Et vous voyez, quand on parle du syndrome de l'imposture, est-ce que c'est vraiment genré ? Je ne sais pas. Par exemple, il y a des hommes, des fois, en formation, qui nous disent, je vais vous dire un truc horrible, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur, je sais que normalement, c'est féminin. En fait, non. Est-ce que c'est pas qu'on a accepté que les femmes en parlent, donc
du coup, elles en parlent, donc c'est féminin. Mais est-ce que finalement, on n'a pas tous ce syndrome-là, et c'est juste qu'il est plus toléré sur les femmes. Et d'ailleurs, certaines études montrent qu'elles le vivent mieux, puisque justement, c'est toléré qu'une femme ait ce syndrome-là. Chloé, juste pour faire le pont avec Mounia Kalaoui qui a pris en main son destin et qui a dit après tout, je vais me créer mes opportunités. Ces jeunes femmes dont vous dites que vous croisez plusieurs critères, ce n'est pas le critère que des femmes, c'est aussi ces jeunes femmes issues des quartiers et qui finalement accumulent un certain nombre de handicaps. Elles sont aussi victimes de cette peur d'oser. Effectivement, en fait, il y a cette peur d'oser, mais au-delà de ça, il y a une question de code. C'est-à-dire qu'en fait, on n'entreprend pas de la même manière quand on vient de quartier prioritaire de l'asile ou de zone rurale. Ça ne veut pas dire qu'on entreprend moins bien, mais ça veut surtout dire qu'en fait, on n'a pas tout de suite les bons codes, on n'a pas tout de suite le bon réseau, on n'a pas tout de suite la bonne possibilité d'être mis en visibilité. Et donc, en fait, effectivement, oui, ça se cumule. Et c'est des expériences vécues qui font que on doit proposer une réponse à chaque fois un petit peu adaptée. Et vous, parce que je ne l'ai pas posé à Sylvia, mais la question va lui arriver, vous votre parcours de femme pour arriver là où vous êtes aujourd'hui sur un plateau de télévision, à porter Diversity Days, à vous engager, ça a été compliqué, vous avez senti des freins, vous avez vous-même été victime de sentiments d'illégitimité? Alors, un sentiment d'illégitimité, ça peut arriver. Le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous et toutes finalement. Dans ma trajectoire à moi, je ne dirais pas qu'en tant que femme, j'ai été particulièrement discriminée, c'est-à-dire que je fais des études en sciences sociales, par exemple, donc c'est des secteurs où il y a quand même beaucoup de femmes. Oui. Par contre, dans le vécu, c'est-à-dire au quotidien des femmes que je rencontre, et notamment celles qu'on accompagne, je me rends bien compte qu'il y a quand même un gros sujet. Alors, il y a un chiffre qui est sorti, on voulait vous le soumettre parce qu'il est intéressant, d'ailleurs il sort d'une manière opportune, sorti de l'INSEE, donc qui est une référence d'État, 4% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à profession égale, évidemment, à poste égal, et c'est un chiffre qui tend à se réduire, mais il reste toujours 28,5% d'écart salarial femmes-hommes. Évidemment, lorsqu'on prend le spectre global du monde du travail, ça vous surprend? Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Donc moi, j'étais responsable commerciale auparavant et les sujets des salaires, par exemple, sont très tabous. Vous l'avez vécu, vous, la négo? Complètement. Et la négociation se joue aussi bien avec un responsable homme qu'avec un responsable femme, et les enjeux sont les mêmes. Donc c'est vrai que quand on a une méconnaissance déjà dans son propre cercle des salaires qui sont pratiqués, c'est toujours très difficile de négocier. Attendez, vous nous dites que parfois on entend le salaire du collègue homme, on est d'accord, et vous dites, mais attendez, mais je fais la même chose que lui, voire plus, et il a 15 ou 16%, c'est ça que vous découvrez dans la boîte? On ne le découvre pas, c'est-à-dire qu'on le sait, mais c'est une omerta de pouvoir le dire. D'accord, et juste, pour aller un tout petit peu loin, parce que ça fait écho à Sylvia, est-ce que vous ne sentiez pas en capacité de dire à votre manager, écoute, Gilles, il a tant, et moi j'ai tant, pourquoi? C'est trop compliqué ça à dire? C'est compliqué, notamment quand le manager en face est une femme et qui elle-même subit exactement la même pression auprès de sa direction. Donc il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que si les négociations ne sont pas ouvertes et ouvertes dans le débat, c'est toujours compliqué. Enfin, peu importe à qui on parle, il faut vraiment qu'il y ait une liberté d'expression et de se dire, voilà, les grilles sont communiquées et on a les cartes pour pouvoir jouer. C'est compliqué quand on les a pas. Juste ce chiffre, 39% des femmes actives souhaitent trouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc là, on arrive à un autre sujet qui est posé aux femmes, une sorte d'injonction à devenir comme les hommes, à faire la même chose. Sauf que les femmes disent, mais attendez, mais j'ai aussi une vie de maman, j'ai aussi ma vie à moi, j'ai aussi mes grossesses, tous ces sujets-là. Vous voyez, espèce de rapport un peu inversé. Égalité femmes-hommes, ça ne veut pas dire que les femmes doivent faire la même chose que les hommes. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile pour elles de négocier le salaire, parce qu'il y a tout un tas de biais cognitifs aussi. Oui. L'argent, les femmes, ça ne fait pas toujours bon ménage dans notre inconscient collectif. Ça pose la question de combien je vaux. Donc si on se pose cette question-là, ça va être très dur de négocier son salaire, parce qu'on se dit peut-être pas autant que l'autre. Ça, c'est une question flippante quand même. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas partir là-dessus. Et sur les négociations, notamment d'équilibre vie pro, vie perso, ça ne concerne évidemment pas que les femmes. D'ailleurs, les nouvelles générations, sans faire de généralité, quand même l'intègre très vite sur cet équilibre-là. En fait, il faut, en négociation, la clé c'est déjà de bien préparer, et c'est de préparer ce qui n'est pas négociable pour soi.
Et des fois, les femmes ont un peu moins de mal avec ça. Donc elles se sacrifient. Elles ont la résilience qui est aussi dans l'inconscient collectif, qui fait qu'elles vont dire... Il faudrait vraiment que j'ai un vendredi par mois, pas forcément pour les enfants, ça peut être parce que je fais du sport de haut niveau, j'ai de la compétition. Et ça, c'est pas négociable. Il faudrait qu'elle commence par ça en disant, voilà, en tout cas, pour rentrer chez vous, je ne suis pas prête à sacrifier ça. Mais elles vont pas oser le dire, elles vont quand même rentrer en égo, puis il va y avoir une offre, elles vont accepter, et elles pourront pas poser un vendredi, et au final, elles ne resteront pas dans cette entreprise. Alors, il faut commencer par qu'est-ce que je ne souhaite pas négocier. Et des fois, elles ont un peu de mal. Donc ça, c'est à vous de les accompagner en disant il y a des piliers sur lesquels on ne transige pas. Et donc, il faut verbaliser, on est d'accord, puisque l'on est en train de... Exactement, ce qui n'est pas négociable pour soi, c'est le début, parce que si ça n'est pas négociable, s'il n'y a pas d'accord là-dessus, c'est pas la peine oui. de... Puis on met le doigt dedans, puis ensuite c'est le doigt, et puis c'est le bras, quoi. Oui, exactement. Donc c'est puis ça en plus, on perd confiance en soi en disant, je devais tenir ça, je ne l'ai pas tenu. Pourquoi maintenant je tiendrais bon sur la négo de mon salaire, sur et ensuite c'est l'effet domino, patatras. Voilà, on perd confiance. Ouais. Sur les tâches domestiques, c'est intéressant là, parce que c'est un autre sujet imbriqué à l'égalité femmes-hommes. 21% des mères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants durant le confinement en 2020. Donc elles se sont sacrifiées, et 12% des pères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants durant le confinement. Donc on voit un petit écart. Cette question-là, vous la traitez comment chez Diversides? Parce que ces enjeux de négo, c'est l'aboutissement. C'est quand on a réussi à rentrer dans le job, et qu'on a un manager, et qu'on a un emploi. Mais il y a aussi tout l'accès à l'emploi, la difficulté d'accéder au poste. C'est une de vos problématiques. C'est une de nos problématiques, effectivement. Après, nous, on s'intéresse moins au sujet vraiment de la vie personnelle, mis à part proposer, par exemple, dans le cadre des accompagnements qu'on a, le fait d'avoir des horaires qui soient justement aménagés pour éviter que ça tombe le moment important quand il faut aller chercher les enfants, etc. Donc, on accommode les horaires au maximum. Ça, c'est ce qu'on peut faire, nous. Mais au-delà de ça, il y a aussi un sujet qui ne concerne pas l'équilibre à la maison. C'est aussi celui des différences d'appétence, par exemple, pour les métiers du numérique. Exact. C'est un sujet qui est hyper important. J'étais encore hier à l'inauguration d'une formation qu'on a décidé de créer avec Soprasteria et les frais, donc sur le fait de devenir développeur ou développeuse. Et en fait, on se rend compte que quand on propose des choses adaptées, les femmes y vont. Et la différence d'appétence, elle est criante aujourd'hui. On a un observatoire qu'on édite chaque année avec Pôle emploi. Et l'année dernière, on voyait une différence d'appétence criante. 77% des hommes qui recherchent un emploi dans le numérique, 23% des femmes. Alors même que ces métiers du numérique, ils peuvent être parfois plus adaptables. C'est plus facile de les faire en étant en télétravail. C'est plus accommodable. Et donc, ça peut s'accommoder aussi de charges qui pèsent encore, malheureusement, trop sur les femmes, et que sont la vie familiale, les tâches ménagères. On espère que ça change. Mais en attendant, il faut aussi pouvoir trouver des jobs épanouissants. À travers finalement Moumoun, ça m'a amené, le pont est complexe, mais à la loi Rixain et aux quotas, vous avez fait le choix, non pas des quotas, mais de donner une visibilité à ceux qui étaient des invisibles, parce que c'est ça votre idée. C'est d'être la vitrine des sous-représentés. L'idée, c'est de dire qu'on est dans une société en pleine mutation, et qu'aujourd'hui, les publicitaires cherchent à valoriser certains profils, mais que ces profils-là s'autocensurent. C'est-à-dire que moi, 80% des personnes qui viennent me voir me disent « mais je ne pensais pas être la cible ». Donc leur dire que ça existe, et au contraire, ce sont aujourd'hui on a besoin d'avoir une représentation diversifiée, eh bien elles osent. Et de me dire que j'arrive à rassembler des personnes qui osent, ça me rend heureuse, ça me rend fière. Parce que vous réussissez à les convaincre, je m'autorise, parce qu'il y a quand même un travail d'explication. C'est possible, exactement. C'est pas si simple, elle ne pousse pas la porte en s'asseyant. Il faut aussi mettre des mots, un peu comme on accompagne les gens dans la négo. Pas du tout. Et puis il m'arrive aussi parfois de m'arrêter dans la rue et d'arrêter une personne, lui dire voilà, excusez-moi, je vous trouve magnifique. Casting sauvage, quoi. Complètement. Ça, et j'adore ça. Ouais, comme ça s'est fait dans le cinéma un temps, et qui se fait encore d'ailleurs. Sylvia, oui, la loi Rixain, vous y souscrivez? Parce que j'ai le sentiment que le quota était le mot qui faisait le plus peur aux Français. Mais quand on parle de la loi Rixain, qui est des quotas, tout le monde dit bravo, c'est génial. On ne comprend pas. Ça a marché. En fait, c'est comme disait Christine Lagarde, en fait, elle ne croit pas aux quotas, sauf que si on ne les met pas en place, rien n'avancera. Donc, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Et je trouve hyper intéressant ce que tu disais justement sur le fait d'avoir des rôles modèles chez ADN sur la négo. On a créé une fondation qui s'appelle ADN Women. Et l'idée, c'est de montrer des parcours de femmes. Donc, elles viennent témoigner tous les 2 mois sous forme de webinaire. Et puis après, en podcast, c'est gratuit. Et on est là pour donner aux femmes des outils pour mieux négocier.
leur carrière, leur vie perso, leur salaire. Avec des femmes inspirantes, ouais. Exactement, et c'est des femmes qui partagent leurs expériences de négo, qu'elles ont vraiment réussi ou complètement raté. Et rien que ça fait du bien. On a à chaque fois des centaines et des centaines de commentaires de dire mais merci d'avoir dit ça, d'avoir osé le dire, voilà. Et ce côté rôle modèle, il est hyper important pour montrer la vraie diversité de la femme et l'oser négocier. Loi Rixin, tout le monde dit sur ce plateau bravo parce qu'effectivement ça intègre des femmes dans des comex avec des règles très claires et ça progresse. D'ailleurs on voit les chiffres. Qu'est-ce qui reste à faire comme chemin pour les femmes, au-delà de réduire les salaires et de par les chiffres? L'égalité salariale. Ça, pour vous, c'est la base. Pour nous, pour moi, c'est la base parce que j'estime en fait que ça participe aussi de l'estime de soi, de la valorisation du travail au féminin, que d'avoir une rémunération égale. Enfin, c'est ce qu'il y a de juste. Au-delà de ça, effectivement, la question des responsabilités au sein des entreprises. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui avait commencé avec les conseils d'administration. Maintenant, il y a eu la loi Rixin et il faut aller encore plus loin. Il y a eu la révélation là il y a quelques jours du classement Next 40 French Tech 120. Exact. Super, 14 femmes entrepreneurs fondatrices ou dirigeantes de ces entreprises, ça reste encore peu finalement. Et on a 3 dans le CAC 2 dans le CAC 40. 2 dans le CAC. C'est ça. Ça fluctue parfois, mais oui. Ça bouge un peu, je crois que c'est 2 dans le CAC. Ça reste encore assez faible. Vous, en tant qu'entrepreneuse, vous dites je ne reviendrai plus en arrière, je ne repartirai plus dans l'entreprise privée. J'ai trouvé ma place. Je veux dire par là, c'est pour vous amener à dire que quand on entreprend, on y trouve aussi son équilibre et qu'il faut oser le faire. Oui, tous les chemins sont difficiles de toutes les manières et moi j'ai trouvé mon équilibre professionnel et personnel en me créant mes opportunités comme je le disais tout à l'heure. Donc moi, si j'ai vraiment un message à transmettre à toutes ces femmes ou à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer, c'est que oui, il faut oser s'offrir des chemins de vie qui sont différents et s'offrir la possibilité d'éventuellement réussir et au pire d'avoir essayé. Ça sera le mot de la fin. Essayez, osez aussi, parce que ces journées aussi permettent de donner la parole à des femmes inspirantes, que vous êtes des femmes inspirantes évidemment, qui accompagnez, donnez confiance à d'autres et tendez la main, parce que c'était un peu aussi l'objet de cette émission. Merci à vous trois, mesdames. Merci à Sylvia Brava, réveillez la négociatrice qui est en vous. Ça, c'est votre livre. Merci Chloé Sebag, porte-parole de Diversity Days, qui accompagne tous ces sujets, les femmes et pas seulement, la différence et la diversité. Et merci à Mounia Kalaoui d'avoir osé faire le grand saut et de devenir entrepreneur et créer Moumoun. L'agence Moumoun. N'hésitez pas à aller voir notre site internet. Et c'est vrai, oui, absolument, parce qu'il y a effectivement, on retient le nom de votre agence. Eh bien, écoutez... Tant mieux. Eh oui, tant mieux. C'est le but. C'est le but. Merci à vous trois. On reste sur le sujet dans Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir Julien Breuil et on va s'intéresser justement à cette relation des femmes au sein des entreprises et à leur rémunération, parce que c'est un des sujets centraux de ce rapport égalité femmes-hommes. C'est tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, pour rester sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes, on parle de la parité et cela paie. Vous nous dites Julien Breuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Alors, vous avez d'une certaine manière là aussi compilé pas mal de données, hein, c'est un peu votre méthodologie. Les entreprises se féminisent, mais quand même, malgré les chiffres de l'INSEE où on voit 4% d'égalité femmes-hommes, c'est les derniers chiffres, les inégalités demeurent, ça vous le confirmez? Oui, alors d'un point de vue statistique, on ne peut pas nier effectivement qu'il y a encore des inégalités. Les inégalités, elles se font effectivement dans l'accessibilité à des postes de responsabilité et même potentiellement sur des postes de cadres. Si on regarde le chiffre sur le nombre de cadres, enfin les femmes qui sont des cadres professions intellectuelles supérieures, on est à 42%. Donc ce chiffre a fortement évolué en 40 ans, mais effectivement, il est en deçà de la population 21%, 82. Voilà, exactement. Donc on a doublé. On a doublé. En 30 ans, oui. La place des femmes cadres. Et professions intellectuelles supérieures, parce que c'est vrai que si on regarde juste les cadres du secteur privé, on serait à 37%. Mais voilà, ce chiffre évolue. La rémunération aussi évolue, mais elle est encore en deçà de la rémunération des hommes. Si on prend le chiffre de la rémunération, on est à peu près à 47 000 euros pour les femmes et on est à 54 000 euros pour les hommes cadres du secteur privé. Donc il y a un écart et ça, il est indubitable. Malgré les chiffres de l'INSEE que je rappelle, parce qu'ils sont tombés aujourd'hui, avec
4% d'écart, mais alors à salaire égal, fonction égale. Donc c'est très compliqué parce que là, on compare C'est toujours... vrai que l'écart de salaire, il est toujours compliqué à analyser oui. parce que ça dépend effectivement du niveau de poste, du secteur, et ça dépend, comme vous le disiez, de la typologie du poste. Et là, pour le coup, on peut avoir des différences. Alors, il y a un élément important que vous soulevez, c'est que cette féminisation amène une prise de conscience dans l'entreprise, que cela entraîne une meilleure performance. Ce n'était pas évident il y a 10 ans de parler de ce sujet, et là, aujourd'hui, il y a des études très concrètes qui démontrent, eh bien, quand on féminise un COMEX, quand on met des femmes managers, la boîte est plus performante. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 éléments. Il y a toujours... j'allais dire, l'évolution de l'état d'esprit, la prise de conscience, et puis ensuite, il y a l'élément factuel, ces fameux KPI qu'on peut mesurer. Dans un premier temps, il y a toujours des actions de sensibilisation qui sont menées pour faire prendre conscience que ça peut être une amélioration de la performance. Alors, c'est vrai effectivement pour la parité, et c'est vrai pour tous les sujets liés, j'allais dire, à la diversité de manière générale. Donc déjà, le premier élément, je pense que c'est la prise de conscience. Je trouve qu'il y a un élément et un chiffre qui est fort, c'est le 72% des cadres de moins de 35 ans qui considèrent qu'une entreprise dirigée par une femme serait plus performante, ou en tout cas pourrait être plus performante. Donc évolution des mentalités. Donc évolution des mentalités qui va encore être amenée à bouger, puisqu'on voit bien que la plus jeune génération est encore plus sensible à ces questions de parité. Même si de manière générale, globalement, au sein de la population française et au sein des entreprises, on voit effectivement une prise de conscience assez forte. Donc ça, c'est la prise de conscience, mais vous faites aussi une analyse qui est passionnante, c'est très concrètement, d'une manière tangible, le lien entre performance et féminisation. Oui, alors c'est très intéressant. C'est l'Observatoire de la féminisation des entreprises, qui est paru d'ailleurs dans un grand média du dimanche, et qui montre qu'en fait, les 10 entreprises qui sont les plus féminisées dans leurs instances de direction ont une performance accrue, notamment en termes de rentabilité. On note une rentabilité accrue de 48%, mais également en termes d'impact environnemental, plus 53%. On aurait pu d'ailleurs décliner sur l'impact sociétal parce qu'il y avait également une amélioration. Donc on voit que plus les instances dirigeantes sont féminisées, plus il y a une amélioration de la performance. C'est aussi parce qu'effectivement, sans doute, les avis sont différents, les opinions sont différentes. Il y a un échange qui crée de la valeur et pas uniquement financière. Ça veut dire que ça, c'est un indicateur sur lequel se penchent les entreprises à l'aune des chiffres que vous évoquez, 48% l'écart de rentabilité entre 10 groupes SBF. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent qu'ils vont peut-être accélérer un tout petit peu le sujet. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont l'obligation de faire paraître des index par rapport justement à l'accessibilité aux postes à responsabilité, puis ensuite dans les instances de direction. Mais effectivement, elles peuvent faire également des analyses plus pointues sur l'amélioration de la performance en fonction de la féminisation des instances dirigeantes. Merci Julien d'être venu nous éclairer, de compiler toutes ces données dans le contexte évidemment de cette journée internationale aux droits des femmes. Merci, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. À très très bientôt, j'ai envie de vous dire. J'espère, à bientôt. Merci à vous, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment, Élise à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci à Julien, à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Marie pour l'accueil invité. Merci à vous, merci de votre fidélité, de vos messages sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien, bye bye.